Bienvenue. Aujourd'hui, on met les gants pour remonter un peu le temps. On a devant nous une collection de documents qui sentent bon le papier jauni, l'histoire. Ah oui, des coupures de presse, des photos sépia, des fiches. Exactement. Et tout ça nous ramène dans un lieu et une époque très précise, l'âge d'or de la boxe en Bourgogne, à la fin des années 40. Notre mission, c'est de reconstituer la trajectoire d'une fierté dijonnaise, le boxeur Roger Meuret. Et c'est un nom important. Très important. D'ailleurs, petite précision avant de commencer, parce que c'est crucial, son nom, Meuret, ça se prononce comme beurre ou comme leurre. Surtout pas Meuret. Voilà, c'est un détail, mais il a son importance. C'est une plongée dans un monde fascinant. Il faut vraiment s'imaginer qu'à cette époque, la Bourgogne, ce n'est pas que le vin, hein. C'est une véritable place forte de la boxe française. C'est pas juste une image, ça. Non, non, pas du tout. On a retrouvé une citation assez incroyable de 1949. C'est Monsieur Buffevent, le vice-président de la Fédé française de boxe, qui déclare sans détour: le comité de Bourgogne de boxe vient au premier rang en France. Au premier rang, Carrément. carrément. Et pour comprendre cette excellence, rien de mieux que de suivre une histoire individuelle. Et celle de Roger Meur, de ses débuts d'ado jusqu'à sa carrière pro, c'est un vrai cas d'école de cette époque. Alors, partons du début, la base de tout. Je tombe ici sur ces licences amateurs de 1948 à 1952. Des petits cartons officiels remplis à l'encre. C'est très concret. Voilà. Nom, Meur. Prénom, Roger. Né le 14 janvier 1932 à Dijon. Club, USC Dijonais. C'est le point de départ. Et l'histoire, elle s'écrit à une vitesse folle. Le premier document qui saute aux yeux, c'est une coupure de presse du 14 novembre 1949. Roger Meur, il a 17 ans. 17 ans. Et le journaliste le qualifie déjà de révélation des championnats de Bourgogne. Le mot est fort, révélation. On apprend qu'il se hisse jusqu'en finale en catégorie plume. Mais attendez, je lis qu'il perd en finale. Contre un certain Le Galoudec. Pour une révélation commencée par une défaite, c'est pas un peu paradoxal? C'est là que tout le contexte entre en jeu. La défaite est presque anecdotique. D'ailleurs, on précise qu'elle est de justesse. Ce que tout le monde retient, c'est la manière, c'est la performance. Le potentiel en fait. Exactement. C'est un gamin de 17 ans qui tient tête au meilleur. À ce stade, la promesse est l'essentiel. Et la promesse, elle est là, évidente. On ne regarde pas le résultat, on regarde le talent brut. Et le sien est immense. On parle de son talent, mais un boxeur seul, ça ne fait rien. Qu'est-ce qu'on sait de l'écosystème autour de lui, de cette fameuse école dijonnaise? Ah, mais cette école dijonnaise que vous mentionnez, ce n'est pas juste un mot. C'est une véritable machine à forger des champions. Et elle est incarnée par un homme, son manager, Tintin Okidan. Tintin Okidan, j'adore le surnom. On le voit sur une photo de l'équipe de l'USCD de 1949-50, entouré de ses poulains. Okidan, c'est une légende locale. C'est lui qui a aussi façonné Giordanella. Avoir un mentor comme ça change tout. Et visiblement, cette école produit des champions et vite. Très très vite. Au point qu'on tombe sur un article du 30 septembre 1950. Meur n'a même pas 19 ans et il est en tête d'affiche d'une soirée de boxe à la salle Familia, à Dijon. En vedette. Oui, le titre est clair. Meur et Chapa seront les vedettes de la soirée. Son nom attire déjà le public. Il n'est plus juste un espoir, il est un argument de vente. Et d'ailleurs, la fiche biographique qu'on a note que, dès ses débuts, on le remarque pour l'élégance du ring. Ce n'est pas juste un cogneur, quoi. Voilà, c'est un styliste. Et ça fait vendre des billets. Après des débuts comme ça, on imagine que le service militaire a dû être un sacré coup d'arrêt. C'est souvent le cas. Pourtant, les archives nous disent que pour lui, c'est tout l'inverse. C'est tout le contraire. Le service militaire qu'il fait à la base école des spécialistes télémécaniciens à Auxerre, ça ne va pas être une pause, ça va être un accélérateur. Un accélérateur? Absolument. Il enfile les gants pour l'armée de l'air et avec un succès foudroyant. La preuve, ce titre énorme dans un journal du 19 février 1953, le Dijonnais Meur remporte le titre de champion de la première région aérienne. Et je vois un détail intéressant. Il combat en catégorie welters. Il était en plume avant, c'est ça? Qu'est-ce que ça implique comme changement? Oh, ce n'est pas anodin du tout. C'est un saut de plusieurs catégories. Passer de plume à welter, ça veut dire une prise de maturité physique, de puissance, c'est considérable. Il n'est plus l'adolescent prometteur, il devient un homme. Et il le prouve en battant un certain Petit Maurice.
Mais il y a une ligne dans l'article qui m'intrigue encore plus. Il est écrit « La prime du plus beau combat a été attribuée à Meurt-Petit Ah, ça !». Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il n'est pas seulement un gagnant. C'est un showman. Vous voyez, dans la boxe, il y a ceux qui gagnent de manière besogneuse et ceux qui font lever la foule. Cette prime, c'est la reconnaissance qu'il appartient à la seconde catégorie. Il assure le spectacle. C'est une qualité énorme pour la suite. Inestimable, surtout pour passer pro. Et cette période militaire, c'est aussi l'histoire d'un rendez-vous manqué apparemment. La fiche biographique parle d'un certain Michel Lombardet. Oui, Lombardet, la terreur des rings militaires au niveau national. Il est sacré champion de France militaire cette même année, en 53, et c'était le combat que tout le monde rêvait de voir. Meurt. Contre Lombardet. Exactement. Le fait que le nom de Meurt, simple champion d'une région aérienne, soit systématiquement associé au champion de France, ça vous donne une idée de son calibre. Il tutoyait déjà le sommet national amateur. Logiquement, après ça, l'étape suivante s'impose. Octobre 1954, il passe professionnel. Et là, on sent qu'il y a une attente énorme à Dijon. Oui, et son premier combat a lieu le 20 novembre 54. Il bat un Lyonnais. Mais ce sont les mots du journaliste qui sont dingues. Ah oui, le chroniqueur est sous le charme. Il parle d'un boxeur qui a déjà, pour un premier combat, un punch qui fait mal et un sang-froid de vieux routier. De vieux routier, mais le terme qui ressort, c'est quand il dit que Meurt a montré de la science. Qu'est-ce que ça veut dire de la science pour un boxeur? L'intelligence de combat? C'est exactement ça. La science du ring, c'est l'art de la boxe. Savoir se déplacer, feinter, gérer sa distance, lire l'adversaire. Dire ça d'un type qui fait son premier combat pro, c'est un compliment immense. Le journaliste ne le voit pas comme un débutant, mais déjà comme un maître tacticien. 1955. Et il n'y va pas pour affronter n'importe qui. Non, il est opposé au champion de Suisse en titre, Schweitzer, chez lui, devant son public. Un test majeur. Il perd au point. Il perd, oui, mais c'est le contenu qui est fascinant. Le journaliste suisse, donc a priori pas son plus grand fan, décrit un combat acharné où le champion local a dû puiser dans ses réserves pour gagner. Il a donc marqué les esprits même dans la défaite. C'est une leçon essentielle. Une défaite honorable à l'étranger contre un champion vaut parfois plus qu'une victoire facile à domicile. Ça forge une crédibilité, ça prouve que vous êtes un vrai prétendant au niveau international. Il a perdu le match, mais il a gagné en stature. Ce qui nous amène à son combat peut-être le plus marquant, celui contre André Tati, un nom très respecté. Et là, le ton de la presse est différent. Il y a comme un goût d'injustice, non? Clairement. Le titre de l'article est sans équivoque. Meurt a failli conclure avant la limite. Le journaliste raconte que Meurt a totalement surpris Tati, l'a touché durement, et qu'il lui a manqué un rien pour le mettre KO. Et la conclusion de l'article est une petite bombe. Oui, à notre avis, un match nul aurait été plus équitable. En clair, on lui a un peu volé la décision. Qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un boxeur, une performance pareille qui n'est pas récompensée? C'est à la fois une frustration immense et une validation incroyable. La frustration de la défaite sur le papier, mais la validation d'avoir dominé un cador. C'est après ce combat que la fiche biographique affirme, sans hésiter, que Roger Meurt a l'étoffe d'un champion. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Il est à une ou deux victoires de basculer dans une autre dimension. Et c'est là, au sommet de sa courbe, qu'on trouve un petit entrefilet de presse de juillet 1955, qui semble anodin, mais qui est peut-être très révélateur. On y lit que Roy a déclaré son intention de se mettre sous la direction d'un manager parisien. Alors qu'il est toujours sous contrat avec Okidan. Pourquoi manager parisien? L'argent, le prestige. Les deux, sûrement. À cette époque, Paris, c'est le centre de la boxe française. Un manager parisien, c'est la garantie d'avoir de plus grands combats, une meilleure couverture médiatique, de meilleures bourses. C'est le signe qu'on veut quitter la scène régionale pour viser un titre de champion de France. C'est une déclaration d'ambition, quoi. Et puis, alors que tous les voyants sont ouverts, que l'ambition est là, c'est la fin. Brutale. La fiche nous donne la date. Il raccroche les gants le 17 avril 1956. Et le détail qui foudroie, c'est son âge. Il a 24 ans. 24 ans? C'est un âge où la plupart des boxeurs entrent à peine dans leurs meilleures années. Lui, au moment où tout semble possible, il dit stop. C'est une véritable carrière météore. C'est fou. Alors, quel souvenir il laisse, au final? Quand on rassemble tous ces fragments, quel portrait se dessine? C'est le portrait d'un combattant total. Il y a d'abord l'élégance du ring, cette qualité de styliste. Il y a la fierté dijonnaise, ce gamin du cru qui a fait vibrer sa ville. Et puis il y a, et c'est peut-être le plus important,
Ce boxeur forgé dans la chaleur mythique de la salle du 29 rue de Lille à Dijon. Le cœur battant de la boxe locale. C'était une fabrique à champions et il en était l'un des plus purs produits. Son histoire, c'est un peu l'histoire de toute cette génération dorée de la boxe bourguignonne en miniature en fait. C'est l'archétype parfait. On y retrouve tous les ingrédients, hein. Le talent pur, l'éclosion dans un club structuré, l'ascension rapide et une carrière d'une intensité folle. Son histoire, reconstituée à travers ses archives, c'est celle d'une promesse qui a brillé très très fort, mais qui, pour une raison qui nous échappe, s'est consumée à une vitesse incroyable. Et c'est là-dessus qu'on reste, sur une question fascinante qui n'a pas de réponse dans nos documents. Le départ si précoce d'un boxeur que tout le monde décrivait comme ayant l'étoffe d'un champion, ça laisse forcément songeur. Les archives nous donnent le quoi, le quand, le comment, mais jamais le pourquoi. Jamais le pourquoi. Est-ce que c'était la fin de la passion, l'usure d'un sport d'une exigence extrême, ou est-ce que ça reflète la dure réalité de la boxe des années 50, où les carrières se consumaient souvent aussi vite qu'elles s'enflammaient? L'archive ne le dit pas, mais elle nous laisse avec ce mystère.